Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose. Je la tiens pour essentielle à l'homme autant que les battements de son cœur. Parce que je sais qu'avec vous, c'est une porte ouverte que cette phrase va tenter d'enfoncer. Alors, je lui en substitue une autre, comme ça, de mémoire, d'Edgar Morin. Il dit très simplement que la poésie fait partie de l'amour de la vie. C'est un peu ce que nous venons d'entendre. Oui, la poésie fait partie de l'amour de la vie, et moi je suis extrêmement heureux, honoré, un peu intimidé de venir vous parler de poésie à l'invitation de l'agence Quand les livres relient. Et je voudrais dire au seuil de cette intervention que nous devons nous rappeler à chaque instant que la poésie est un cadre immensément large, bien plus large par exemple que le cadre des religions ou de la vie politique, qu'elle est profondément ce qui relie les êtres humains, quel est le propre de l'humanité, puisqu'elle n'a pas d'autre outil à sa disposition que le langage, ce qui est le propre de l'homme. Et le langage utilisé parfois avec une incroyable simplicité, en faisant jouer au maximum les mécanismes de la langue, mais sans autre outil que celui-ci. Je pourrais dire simplement que la poésie, c'est art vivant, universel, atemporel, qui traverse tous les âges de la vie, qui est présent dans le babil du nourrisson et qui est encore là dans la prière de l'agonisant. Eh bien, la poésie, c'est le pain le plus simple de la vie, comme pour faire le pain avec des éléments aussi simples que l'eau, la farine et le sel. Eh bien, la poésie se fait avec les mots de tous les jours auxquels on cherche simplement à mettre les habits du dimanche. Voilà. Mais parfois, c'est la salopette et le lieu de travail. Des réalités les plus prosaïques, et ça marche aussi. Simplement, comme pour le pain, la poésie n'existe pas sans ce levain, sans cette fermentation du sens et de la forme, qui rend le texte proprement inépuisable. Voilà, j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, ce qu'on demande à un poète ou à un éditeur de poètes de faire au seuil d'une conférence, ce n'est pas de décliner son identité ou un CV, mais c'est de faire entendre des textes. Et je voudrais ouvrir cette rencontre par la lecture de 2 poèmes. Le premier s'intitule « Déclaration de la fleur ». Déclaration de la fleur. Je me servirai de mon sexe à ma façon, comme je l'entends. J'empêcherai que l'État le contrôle ou que les ancêtres s'en mêlent. J'empêcherai qu'une idéologie y porte la main brutalement. J'empêcherai qu'on en donne des leçons ou qu'on en fasse la publicité. En aucun cas, je ne tolérerai qu'on l'échange contre de l'argent. Je ne me donnerai pas l'air d'être belle ou gentille. Je ne ferai pas semblant de tout connaître. Je prendrai tout simplement possession de mon corps. Sous le ciel, au pays de la poésie, je suis fleuri. Et puis ce second poème. Lorsque je me suis éveillé, tu n'étais plus à mes côtés. Il faisait nuit, c'était l'été. J'ai gravi le petit escalier qui mène dans un roulis sur le pont de bateau de notre maison. Tu n'étais pas dans la cuisine, tu n'étais pas dans le salon. Une porte était restée entr'ouverte. Je l'ai poussée comme un soupir. L'ombre de l'oranger a mangé mon visage. Tu dormais dans le jardin sur un grand drap bleu de nuit. Le vent jouait encore avec les étoiles. Un instant, j'ai vu la branche de jasmin venir effleurer ton corps. Je n'ai pas dit « la vie est belle », elle était belle. Et je n'ai pu la retenir qu'en posant sur ta peau les doigts de rose d'un poème. Alors pourquoi ces 2 textes au seuil de mon propos ? Bon, de façon très simple, parce que ces 2 textes sont 2 textes très différents et en même temps très reliés. 2 textes très différents parce que l'un est traduit d'une langue fort éloignée de la nôtre. Déclaration de la fleur a été écrit par une Coréenne, Moon Chung-hee, qui vit à Séoul, en Corée du Sud.
C'est un texte qui est porteur d'une pensée revendicatrice, féministe, engagée, vous l'avez entendu, qui s'oppose de manière très, très radicale à la pensée, on va dire, confucéenne. Et puis l'autre est un texte écrit directement en français, par un homme, porteur d'une parole lyrique, sensible, un texte lu, un texte dit, c'est pas tout à fait la même chose, ça ne génère pas exactement la même relation à l'autre, au public, ça ne passe pas exactement par les mêmes chemins. Mais deux textes qui sont reliés par une même métaphore, celle de la fleur, au pays, sous le ciel, au pays de la poésie, je suis fleuri, j'ai vu la branche de jasmin venir effleurer ton corps, et la fleur comme métaphore de la poésie, les doigts de rose d'un poème. Deux textes qui permettent d'emblée de faire basculer un certain nombre d'idées reçues qui empoisonnent la vie. Je peux vous dire qu'ils m'empoisonnent quand même la vie au quotidien, et ça depuis maintenant pas mal de décennies. La première idée reçue, celle à laquelle j'essaye de tordre le cou chaque jour, c'est que la poésie serait un art difficile, réservé à un cercle restreint de spécialistes, de happy few. Certains ne sont pas loin de penser qu'il faut avoir une agrégation de lettres, de grammaire ou de linguistique pour accéder à la poésie. Et j'ai même pu lire, il y a quelques années, dans la bouche, sous la plume d'une des grandes voix de la pensée contemporaine, que les poètes disposaient désormais de nouveaux outils issus de la sémiotique, de la linguistique énonciative, du structuralisme, et qu'ils allaient désormais pouvoir pratiquer une révolution purement formelle qui nous débarrasserait des luttes sociétales et idéologiques. Si seulement. En tout cas, voilà, il y a cette idée que la poésie serait quelque chose de fermé, le noyau dur de la littérature de la littérature, mais comme le noyau d'une amande si dur qu'on ne pourrait pas y accéder, inaccessible, fermé, insécable, inoxydable, faite par des gens aussi qui ne seraient ni lus, ni compris, ni aimés, et donc géniaux. Voilà. La seconde idée, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ces deux textes, c'est que la poésie serait apparentée à la sensiblerie, donc féminine en son essence, enfantine dans sa pratique, lieu de lecture faite par des vieilles dames à la voix chevrotante, vous voyez, ou de récitation annonnée par les enfants, depuis toujours. Et parfois même support des activités mémotechniques, comme si la poésie était là pour tirer sur l'élastique de la mémoire, par exemple. Troisième idée, la poésie ne parlerait que d'elle-même. La poésie hexagonale, depuis 40 ans, 50 ans, aurait décidé de ne s'intéresser qu'à elle-même dans une espèce d'autoréférentialité, de vertige spéculaire, comme une grande dame, au fond, qui peignerait sa longue et belle chevelure devant un miroir dont elle ne sortirait jamais. Alors, vous avez remarqué que les deux textes que j'ai lus, sont des textes qui parlent de la poésie. Mais est-ce que ce sont des textes qui nous enferment dans ce rapport narcissique à l'écriture et à la poésie? Je ne crois pas. Que le texte le plus sensible des deux, le second, celui qui est le plus sur la vibration d'une émotion, ait été écrit avec des mots simples, accessibles à tous par une espèce d'ours que vous avez devant vous et avec ses 90 kilos, devrait vous rassurer quand même sur au moins deux des points que je viens d'évoquer. Quant au troisième, la poésie parlant de la poésie, eh bien on voit bien que Mun Chung-hee et moi-même parlons de la poésie pour parler d'autre chose, très clairement. Le sexe des femmes, je pourrais dire cette terre de ton corps qui n'appartient qu'à ton corps. Et Dieu sait que cette parole, elle est fondamentale aujourd'hui. Et puis, la difficulté d'arrêter la beauté fugitive du monde dans lequel nous vivons. J'ai prévu globalement de vous parler de trois choses. Je vais essayer, en tout cas. Je voudrais vous parler de
la fragilité du funambule. Alors, les propos que j'ai entendus tout à l'heure l'évoquaient déjà. Je voudrais vous parler de cet espace libéré de l'espace qu'offre la poésie, et puis d'une certaine manière, plus simplement, peut-être de façon un peu plus concrète, vous parler de ce que pourrait signifier le fait d'être à l'école de la poésie. Alors, pour ouvrir mon premier propos, un texte d'un poète australien, Peter Bakowski. C'est publié dans une édition bilingue. Oui, là, j'ai quand même préparé des images, donc on va quand même les faire défiler. Ça, c'était la couverture du livre de Mun Chung Hee. Et voilà celle de Peter Bakowski, Le cœur à 3 heures du matin. Peter Bakowski qui écrit des ultra short poems, des poèmes ultra courts. Alors, par exemple, celui-ci, parfois météo intérieure, parfois tes pensées peuvent te faire pleurer, parfois tes pleurs peuvent te faire penser. Ou bien cet autre court poème, l'adolescent, ses parents le comprennent un peu moins à chaque piercing. Et puis, celui-ci un peu plus tremblant dans sa signification, et donc forcément plus riche, peut-être plus subtil. Asile, on peut se reposer à l'ombre d'un arbre, mais pas à l'ombre d'une hache. Et ce poème que je voulais vous lire, L'écolier bègue, école primaire de Saint-Bède, 1960. Pris au lasso par le regard du maître qui lui pose la première question de la leçon. Chemise poignardée de sueur, chaussettes effondrées, planté entre 2 rangées, il garde les yeux fixés sur le pupitre, son radeau. Il ne sait que faire de ses mains, ne sait que faire de ses frissons. Essayant de répondre, il se heurte aux épines de chaque syllabe, à la prison de sa bouche. Les autres élèves regardent par la fenêtre, scrutent les cartes et l'encre sur leurs doigts. Ils évitent le garçon paralysé dans cette énigme, le garçon qui chute du cheval de la langue. Voilà, c'est un texte dans lequel beaucoup d'enfants, d'adolescents peuvent se reconnaître. C'est un texte qui, personnellement, me rappelle la manière dont je suis arrivé à la poésie. On arrive rarement à la poésie par l'excellence scolaire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Parfois même, je ne dis pas que c'est incompatible, fort heureusement, non. Mais on sait bien qu'avec la poésie, il faut un peu se méfier de l'intelligence. Elle nous permet de relativiser la toute-puissance de ce critère, le quotient intellectuel, l'intelligence pure. Et je préfère la phrase de Francis Ponge à celle de M. Teste de Valéry. M. Teste de Valéry disait « Les idées sont mon fort ». Vous savez, je suis intelligent, les idées sont mon fort, ma spécialité. Et Francis Ponge, qui a été frappé d'aphasie lorsqu'il était jeune homme, qui a basculé dans une espèce de dépression très grave après la mort de son père, qui s'est retrouvé à l'oral de l'agrégation de lettres sans être incapable de dire un seul mot, recalé, purement et simplement, disait « Sans doute ne suis-je pas très intelligent, en tout cas les idées ne sont pas mon fort ». Et il en est venu à la poésie par incapacité de parler et par peur de devoir un jour sonder les abîmes du néant. Il a regardé les choses les plus simples qui étaient à ses pieds pour ne pas voir le reste, le caillou, la fleur, le galet, qui étaient à ses pieds au bord du précipice pour ne pas plonger dans l'abîme ou pour ne pas voir, pour ne pas faire de philosophie de la chute ou du désespoir. Voilà, on pourrait dire les choses ainsi. Alors je pourrais vous raconter, et c'est une histoire singulière et en même temps très universelle, la manière dont ce petit garçon de 10 ans qui passe les 10 premières années de sa vie à croire qu'il est un Indien en effectuant des cabanes dans les bois, d'un seul coup, parce que 2 deuils se produisent dans sa famille, très proche de lui,
alors qu'il est à la fin de l'année de CM2, début de l'année de 6e, voit l'œuf bien compact et bien rond, bien lisse de sa petite existence se briser en deux, et qui a le sentiment que le ciel bleu s'obscurcit de très lourds nuages noirs, et qui perd probablement contact avec la réalité, qui voit les choses se dégrader très rapidement, mésentente avec la famille, incompréhension des camarades, difficultés puis échecs scolaires, incapacité d'accepter d'entrer confiant dans le sommeil, somnambulisme, probablement un état dépressif, et auquel un jour une psychologue, il a 10 ans, lui dit « Toi, tu es un petit mec qui devrait toujours avoir un carnet dans sa poche. » Alors il rentre à la maison, les parents lui disent « Qu'est-ce qu'elle t'a dit, la dame ?» Voilà. Alors, elle a dit que j'étais un petit mec qui devait toujours avoir un carnet dans sa poche. Les parents achètent le carnet et le gamin met le carnet dans son cartable sans vraiment savoir quoi en faire, sans même comprendre ce qu'on lui a dit. Le carnet est là, s'abîme, se tache, et puis un jour, il y a un jour qui n'est pas fait comme les autres, où le chagrin est difficile à contenir, et le petit garçon sort le carnet et voudrait raconter l'histoire d'un enfant qui veut mettre des mots sur sa douleur, qui veut probablement penser les blessures, mettre des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X, pour tenter de s'en débarrasser. Qui sait, après, peut-être même brûler ce carnet dans la cheminée ou le mettre à la poubelle. Et qui commence à raconter l'histoire d'un garçon qui est avec sa famille sur un lac de montagne avec des eaux transparentes, et puis un orage arrive où un monstre marin surgit des flots, la barque se retourne, c'est la catastrophe. Mais voilà, il ne sait pas s'il faut dire « je » ou « il a le sentiment que s'il dit « il ne parviendra jamais à raconter sa propre histoire, et que s'il dit « je », mais tout le monde va le reconnaître, tout le monde va savoir de quelle famille il s'agit dans le village ou le quartier. Et puis il a des difficultés majeures avec l'emploi des temps verbaux. C'est si compliqué la langue française. Tous ces temps, le passé simple, imparfait, le plus que parfait, la mise en récit d'une histoire. Ça pose des problèmes de narratologie immédiatement très complexes. D'ailleurs, les écrivains parfois, eux aussi, ont du mal. Et finalement, il a le sentiment d'être un peu comme ce mille-pattes qui découvre la complexité de son système de locomotion et qui n'arrive plus à avancer. Ça, c'est un classique de la vie humaine, non ? Je crois. Voilà. Et ce qui vient le tirer d'affaire, c'est la poésie. Comme un petit rayon de soleil qui passe à travers, comme un fil d'or qui descend du ciel à travers ces lourds nuages noirs, la poésie, un poème qui surgit comme ça entre ombre et pénombre dans l'avant-sommeil. Un poème qui dit ceci: qui sont les flamants roses, des funambules roses, une boule de plume qui dort au clair de lune, oiseau étrange et beau. Peut-être bien qu'il y avait 20 fautes d'orthographe, une par mot, dans le texte. Peut-être bien que le texte était écrit verticalement, les mots les uns en dessous des autres, sans que l'enfant ait eu conscience qu'il essayait de faire une sorte de calligramme, de représenter la silhouette de l'oiseau. Et peut-être bien aussi, et c'est même une certitude, que un mot a été pris pour un autre, que l'enfant en question ne savait pas ce qu'était un funambule et qu'il a voulu parler du somnambule qu'il était et pour lequel les parents s'inquiétaient, disant au médecin « mais ce garçon-là va finir écrasé dans la rue ou on va le retrouver en pyjama devant l'école. » Bon. Voilà. Donc le fait de prendre un mot pour un autre, c'est là que commence le miracle de la poésie. Dire funambule pour somnambule, c'est juste le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir. Et notez au passage que le funambule, mais c'est celui qui va prendre de la hauteur, qui va monter sur un fil, qui va tenter de trouver un équilibre, qui va progresser sans même s'en rendre compte entre pesanteur et légèreté, dans un équilibre précaire, mais qui va s'affirmer pas à pas, peu à peu, mot à mot. Notez aussi au passage que l'écriture c'est une ligne, c'est un fil, ce n'est rien d'autre qu'un fil tracé sur la page.
fait d'aller et de retour. Et que écrire de la poésie, c'est cela. C'est se mettre sur le fil et tenter de lui faire confiance. C'est d'être sur un chemin qui n'est pas nécessairement tracé, même si le fil est là devant soi, ça reste une ligne de vie invisible, incertaine, indécise, et que la fragilité, c'est la grande force de la poésie. C'est la raison pour laquelle elle est un cadre plus large que les religions, qui ont besoin du dogmatisme, d'une vérité toute puissante pour se tenir en équilibre, pour se tenir debout. Non, non, la poésie se tient verticale. La poésie, c'est un instant vertical. C'est une succession d'instants verticaux et qui trouve sa verticalité dans la fragilité. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas du côté de l'assertion, de l'idéologie, mais du côté de l'être sensible, malléable, indécis, et qu'elle permet, un peu comme l'histoire de ce jeune enfant somnambule devenu funambule, de passer au-dessus des peurs, du vide, de prendre de la hauteur, de changer la douleur en douceur. Je pourrais vous raconter aussi une autre enfance. Regarde ma bien-aimée comme te regardent mes mains attristées, tels deux enfants orphelins qui pleuraient dans le soir sans pain et s'endormirent en tremblant sur la neige. Elles avaient froid, mais ne mendiaient pas. Elles tenaient une fleur silencieuse et jouaient tendres et malhabiles sur les chemins craquelés. Ma bien-aimée, regarde comme elles hésitent, mes mains enténébrées. Ou bien encore, voilà, il est ici le bureau d'ébène de l'ancêtre qui eut des domestiques en nombre et nombreux chiens de chasse, et elle avait aimé nombre de dames souffrantes aux cils dorés et à la peau soyeuse. Sur celui-ci j'écrivais avant ta venue des lettres et des vers, sous ce même chandelier pour des amis morts que des mains mouillées de larmes ont tenu des nuits de veillée sans fin. Tu ne sens pas la présence blafarde de l'éther et de l'iode, le cri blessé de la démence, une odeur de pluie qui tombe dans le soir sur les vitres glacées des sanatoriums et des asiles psychiatriques. Regarde les photographies. La mère morte, le frère mort, et mes sœurs pâles dans le halo des boucles, et avec un sourire lointain accroché à leur visage, ainsi qu'une cage aux canaris accrochée à une maison pauvre où tous sont morts. Ces vers terribles ont été écrits par le poète grec Yannis Ritsos, très jeune, c'est l'un de ses premiers livres. Et Yannis Ritsos est pourtant né dans des conditions extrêmement favorables. Il est né en 1909 sur une presqu'île à Monemvasia, au sud-est du Péloponnèse, dans une famille immensément riche, d'anciens patriciens vénitiens. Son père, son grand-père donnaient du travail à une centaine de familles de laboureurs. Et 15, 17 ans, 18 ans plus tard, Ritsos est seul dans les rues d'Athènes avec sa sœur Lula, obligé de faire les travaux, les métiers les plus difficiles pour ne pas mendier sa vie. Alors que lui est-il arrivé ? Une triple malédiction, comme celle des Atrides. La folie, le père qui boit et joue au jeu d'argent tous les biens familiaux jusqu'au dernier olivier, jusqu'au dernier champ, à la dernière ferme, et qui sera enfermé dans un asile psychiatrique dont il ne ressortira pas. La mère, le frère, les cousines, la grand-mère, décimés par la tuberculose, dont le jeune Yannis est lui-même atteint. Les crises économiques, déjà, qui jettent sur les routes de l'exil des milliers de Grecs et qui vont de pair avec la montée du fascisme. Mais voilà, il y a dans l'enfermement d'un sanatorium la découverte conjointe de l'amour et de la poésie.
Ritsos aurait pu écrire, ou a écrit un peu avant Edgar Morin finalement, que l'amour fait partie de la poésie de la vie. Et comme je vous le disais, la poésie fait partie de l'amour de la vie. C'est exactement cette expérience qu'il va faire. Il a 25 ans. Et il écrit cette symphonie du printemps qui débute par ces vers terribles que je viens de vous lire, mais qui va devenir très rapidement, au fil de ce long chant, un hymne à la vie, à la poésie, au printemps, à sa vitalité explosive. Et dans la situation douloureuse que connaît la Grèce de cette époque, nous sommes à la fin des années 20, et dans la situation terrible que connaît le jeune poète en question, eh bien, ce lyrisme explosif est une tentative de libération par l'imaginaire, qui va fonder une œuvre majeure qui fera de lui l'une des plus grandes voix de la poésie du XXe siècle. Laissons de côté l'enfance malheureuse et venons-en aux dernières lignes de ce texte, qui me semble être l'antidote de tous les désespoirs. Le monde resplendit hors de ta tristesse, lumière et sang, chant et silence. Mes chers semblables, comment pouvez-vous encore vous courber? Comment pouvez-vous ne pas sourire? Je me lave la lumière, je sors sur le balcon nu pour respirer à fond l'air éternel aux fortes senteurs de la forêt humide, au goût salé de la mer infinie. Le monde resplendit infatigable, qu'il soit regardé. Voilà, si je suis passé par ces exemples pris dans l'enfance, que ce soit à partir du texte de Peter Bakowski, de celui d'Yannis Ritsos, ou de l'histoire de l'enfant qui consacre son premier poème à ces funambules que sont les flamants roses, c'est tout simplement pour vous dire au fond que la poésie, elle permet de danser au bord de l'abîme, les bras tendus vers les étoiles. C'est exactement ce que fait Yannis Ritsos. Et c'est ce que font les gens désespérés qui trouvent la poésie dans les ateliers d'écriture, en prison, dans les hôpitaux, dans les écoles, merci Monique, où je vais très souvent. Eh bien, je rencontre sans cesse des gens qui me disent cela, qui me disent « mais moi la poésie, je ne savais pas ce que c'était et elle vient de me sauver la vie ». On me dit, au fond, avec des mots multiples, mais que la poésie est une main qui empêche les étoiles de tomber. Et vous remarquerez que c'est aussi ce que disent les peuples en souffrance. Les peuples en souffrance disent la même chose. Je me souviens en 2010, le tremblement de terre en Haïti arrivait sur Facebook, sur nos téléphones mobiles, dans nos boîtes mail, des demandes de mots, de paroles réconfortantes, des paroles de poèmes, de poètes, aussi urgentes que les demandes en vivres, en médicaments ou en secours. Et n'avons pas nous-mêmes vécu exactement la même chose, ici. Voilà. Donc je crois que cela, c'est quelque chose qui est absolument fondamental et qu'il faut se rappeler si l'on veut comprendre au fond ce qui se joue avec la poésie. Alors la poésie me paraît être, je le disais tout à l'heure en préambule, un espace libéré de l'espace, et plus précisément un espace libéré de l'espace où s'invente en permanence la mémoire, l'origine, l'avenir, la relation à l'autre. Et je voudrais le montrer sur un certain nombre de points très très simples. Et je voudrais d'abord, puisque c'était un peu l'intitulé de mon intervention, vous dire que
C'est d'abord dans la question de la relation entre soi et l'autre que se joue avec la poésie quelque chose de tout à fait fondamental. La poésie, c'est ce que montrent toutes les poésies du monde, permet de parcourir le monde, bien entendu, la culture, la connaissance, les langues. Bon, le fait de publier des poètes venus du monde entier, évidemment, c'est comme si nous offrions le portulan permanent de voyages imaginaires, de voyages immobiles au lecteur. Mais au-delà de cela, la poésie permet de se parcourir. Au-delà des frontières territoriales, linguistiques ou religieuses qui séparent les hommes. Au-delà de cette bien curieuse, quand on y réfléchit, et tyrannique distinction entre soi et l'autre. Je suis toujours un peu surpris par cette distinction très radicale entre soi et l'autre. Alors que nous sommes autres que nous-mêmes, ou nous-mêmes devenant autres dans l'empathie, que nous le sommes dans le vieillissement, dans l'adolescence, par la grossesse, par le rêve, par la folie, par l'enfance revisitée, etc. Donc je vais simplement rappeler que la poésie, c'est précisément ce qui permet de se penser soi-même comme un autre. Et que c'est peut-être ainsi que nous devrions prendre cette phrase d'Arthur Rimbaud qui a fait couler tant d'encre pendant plus d'un siècle, « Je est un autre ». Et si Rimbaud ne disait que cela, finalement, d'abord cela, la poésie permet de se penser soi-même comme un autre. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de place en elle pour le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme. Ça n'existe pas, c'est incompatible avec la poésie. Alors, des idéologues fous peuvent se servir d'une forme poétique, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et encore, c'est rarissime parce que ce n'est pas très efficace. Non, la poésie, elle est l'espace démocratique par excellence, puisque elle conçoit, invente des objets de langage qui grandissent dans les mains du lecteur. Elle offre un pain de mots dont les levains vont fermenter dans la bouche ou les oreilles de celui qui le reçoit. La poésie, en réalité, est un espace ouvert et offert à la liberté d'interprétation d'autrui. De sorte qu'il faut être deux pour faire un poème. Il faut quelqu'un pour l'écrire et il faut quelqu'un pour le lire. Et le poème qui n'est pas lu est un poème qui ne vit pas. C'est un texte qui perd une partie de son sens et même de sa forme. Le regard du lecteur ou l'oreille du lecteur féconde le texte. René Daumal disait au début du XXe siècle que le poète est le père, le lecteur est la mère et le texte est leur enfant. Je trouve que cette phrase est d'une grande pertinence. Et je voudrais, pour l'illustrer, vous lire un ou deux textes qui disent cela, avec là aussi des mots très simples et qui sont tirés de cette petite anthologie intitulée « Chants du métissage ». Je commence par quelques fragments d'un texte de Tahar Benjeloun qui a été souvent publié dans des anthologies ou dans des manuels scolaires. Tahar Benjeloun dit ceci: « Chaque visage est un miracle. Un enfant noir à la peau noire, aux yeux noirs, aux cheveux crépus ou frisés est d'abord un enfant. Un enfant blanc à la peau rose, aux yeux bleus ou verts, aux cheveux blonds ou raides est d'abord un enfant. L'un et l'autre, le noir et le blanc, ont le même sourire quand une main leur caresse le visage.
quand on les regarde avec amour et leur parle avec tendresse. Ils verseront les mêmes larmes si on les contrarie, si on leur fait mal. Et d'ajouter, il n'existe pas deux visages absolument identiques. Chaque visage est un miracle. Parce qu'il est unique, deux visages peuvent se ressembler, ils ne seront jamais tout à fait les mêmes. La vie est justement ce miracle, ce mouvement permanent et changeant qui ne reproduit jamais le même visage. Vivre ensemble est une aventure où l'amour, l'amitié est une belle rencontre avec ce qui n'est pas moi, avec ce qui est toujours différent de moi et qui m'enrichit. Autre exemple, petit texte que j'emprunte cette fois à une poète franco-iranienne qui s'appelle Azadeh Nishapur et qui dit ceci. Ou qui essaye de dire ceci. Les poèmes bougent à l'intérieur des livres. Énigme. Heureusement que les miroirs sont différents. Sinon, on se ressemblerait comme deux gouttes d'eau. On pourrait même se prendre pour soi-même. Il ne manquerait plus que de se croire unique. Et puis, un texte d'Yvan Lemaine, un poète français qui vit en Bretagne, et qui dit ceci: « Inconnu mais pas étranger. Depuis longtemps, nos langues nous séparent, malgré les montagnes, les plaines, les rivières que nous avons grimpées, traversées, longées. Depuis longtemps, nos dieux nous séparent, malgré le désert, le ciel, la mer que nous avons priés. Le pommier est-il l'étranger du pin, l'oranger celui du chêne? Le reflet du peuplier dans la rivière de Castille est-il plus clair que celui du bouleau dans un lac de Finlande? La neige qui tombe à Odense, au Danemark, le jour de Noël, est-elle plus blanche que celle qui tombe des rêves du Touareg à Bamako le jour de l'Aïd? La lune que je contemple ce soir dans l'hémisphère nord est-elle plus ronde que celle qu'on ne voit pas ce soir dans l'hémisphère sud? Depuis longtemps, nos langues nous attirent, grâce au pain, au chant, que nous partageons autour de la même table, et la main qui m'ouvre le chemin dans ce pays où je me perds, mais plus proche que celle qui menace dans mon pays où l'on se perd. Dès que de l'autre côté de la route qui relie nos villages, nos quartiers dans notre ville de notre pays, ils font de l'inconnu un étranger. Ces textes nous disent au fond que nous vivons sous un même ciel, qui, lui, ne connaît pas le partage des territoires, la fragmentation de l'humanité en une multitude de clans. Et ces clans se déclinent. Il y a les clans histoire, il y a les clans religion, il y a les clans pays, il y a les clans langage, etc. Et comme Francesca le disait tout à l'heure, de ces voyages autour du monde, eh bien, effectivement, l'éditeur de poètes ramène non pas des pierres précieuses ni du pétrole, mais des voix de poètes. Et s'occuper d'une maison d'édition exclusivement vouée à la poésie, ben effectivement, on ne devrait pas appeler ça une maison d'édition, on devrait appeler ça un bateau d'édition, puisqu'il faut être constamment en mouvement. Et vous savez bien que les petits bateaux peuvent traverser les océans, vous le savez. On n'a pas besoin d'avoir un transatlantique, attaché à une multinationale pour pouvoir traverser les océans. Les petits bateaux le font très très bien, et parfois même mieux. Voilà. Et ces voyages autour du monde qui permettent de découvrir des voies, parfois les plus improbables, comme celle-ci, celle de Rita Mestokosho. Rita Mestokosho, c'est une poète amérindienne Innu. Les Innus, pas les Inuits, vivent sur la rive nord du Saint-Laurent. Ils ne sont plus que 15 000 à parler cette langue. 15 000, traçons un petit cercle autour de nous, on ne va pas loin, on ne va même pas jusqu'à la gare Montparnasse. 15 000 personnes parlent cette langue et des poètes parviennent à la faire entendre sur la place du monde. C'est le cas de Rita Mestokosho
j'ai eu le bonheur de publier dans sa langue maternelle, traduite en français avec des photographies formidables d'une photographe française qui a partagé son quotidien avec les Inuits. Et je voudrais vous faire entendre un texte de Rita Mestokosho. Moi, je vous parle du Nord, à la manière des pas des ancêtres, silencieux et respectueux, des pas qui touchent les saisons, des pas qui gravissent les montagnes, des pas qui connaissent le silence, car je connais le Nord pour avoir écouté, dans des grands moments de froid, dans des instants uniques d'été, j'entends le saumon qui monte les rivières. J'entends toujours les chants des arbres et le ciel appelle toujours les étoiles. Moi, je vous parle du vrai Nord. Toi qui ne vois pas le Nord, toi qui vis dans un rêve matériel, ton regard ne va pas loin, regarde au-delà de tes ambitions. Dis-moi, où va aller le vieux caribou, mon grand-père l'ours et mes grands frères les loups? Dis-moi aussi où vont nager le castor et les poissons, le grand aigle royal qui touche le ciel. Vas-tu les mettre en pâturage ou tout simplement les ignorer? Est-ce que tu vois mes pas marchant sur la terre, notre mère de tous les jours? Tu ne marches pas dans le vide. Il y a une terre qui te porte et les 4 directions t'entourent. Alors regarde le nord comme ton dernier souffle. Garde-le pour demain. Tu en auras besoin. Publier les poètes du monde, c'est aussi parfois sortir de la temporalité du chant pour aller vers des textes que l'on pourrait dire de circonstance. Par exemple, préparant cette anthologie, étant sur le point même de l'envoyer à l'impression au cours de l'été 2014, Guerre à la guerre, des poèmes pour dire non à la guerre, et des poèmes destinés aux enfants et aux adolescents, mais je me suis dit, alors que les bombes tombaient du côté israélien et palestinien, au mois d'août 2014, qu'il fallait ouvrir le dossier de ce livre et le remanier. Et nous avons envoyé début août un message à un poète palestinien, un poète israélien, en leur disant « écrivez ». Et 3 jours après, nous recevions 2 textes, l'un de Nasser Rabat, en arabe, poète palestinien, qui en appelait à la destruction immédiate des armes, des fusils. C'est un texte extrêmement poignant. Et puis un texte du grand poète israélien Roni Somek, qui écrivait ceci, alors même qu'il devait probablement de temps en temps faire des pas de côté pour éviter de se prendre des choses sur la figure. Mais voilà ce qu'il écrivait, exactement à ce moment-là. C'est traduit de l'hébreu, bien entendu. Drapeau de Palestine. Sur le drapeau de Palestine, le rouge est celui du feu, le blanc, celui de la chaux arrachée au mur, le vert, le cri de l'arbre, et le noir, l'obscurité d'Égypte. Allons-y, qu'ils aient enfin leur état, et rendez le vert à la terre, le blanc à la chemise des fêtes, le noir au café, et le rouge du désir aux lèvres des jolies filles venues à Ramallah pour le concours de Miss Palestine qui vient d'être annulé. Voilà. Je pense qu'aucun homme politique ne peut dire autant de choses. Ça fait 10 lignes. C'est très court, vous voyez, c'est très très court. Mais aucun homme politique ne peut dire autant de choses, y compris sur un plan très idéologique, qu'un poème comme celui-ci, qui me semble être d'une richesse formidable. Troisième point, si la poésie est un espace libéré de l'espace, c'est aussi parce qu'elle s'adresse en fait au plus grand nombre. Vous voyez, les textes que j'ai choisis sont des textes accessibles à tous, qui n'opèrent même pas de partition entre jeunes publics et public adulte. Pas du tout. Moi, je ne crois pas tellement à cela. Je pense qu'un grand texte littéraire peut être lu pratiquement à n'importe quel âge. Et je crois à ce qui a été malheureusement bradé et qui continue à l'être dans notre pays, c'est-à-dire l'héritage
de l'éducation populaire. Je pense qu'il faut ouvrir à tous la porte de la poésie, mais sans en perdre l'incandescence. Et que l'éditeur qui s'engage sur cette voie peut le faire et doit le faire sans couper les ailes de ses exigences artistiques, esthétiques, éditoriales, mais avec cette volonté de s'adresser au plus grand nombre. Et comme le temps passe très vite, trop vite, je dois vous dire aussi que il y a un autre aspect qui me semble extrêmement important, c'est que la poésie est un art vivant, on l'a dit tout à l'heure, qui se nourrit du partage avec autrui et qui a besoin du passage par la voix, le corps, la mise en voix. C'est la raison pour laquelle, au seuil de ce propos, j'ai lu un poème et j'en ai dit un autre. Je crois que faire publier des livres que l'on veut aussi beaux que possible, ce n'est jamais que donner la demi-vie de la littérature à la poésie. Et puis je pourrais dire, à la manière de Mouloud Mamri, quand il parlait des contes kabyles qu'il collectait, la vie demi-morte de la littérature. Et que la poésie a besoin de cette autre demi-vie, qui est la rencontre vivante avec un public. Alors j'avais prévu de vous faire entendre une mise en voix chantée d'un poème, mais le temps passe trop vite, et rapidement, je dis quelques mots du troisième point que j'avais envie de développer, qui est la question de l'éducation à la poésie, l'enseignement de la poésie, cette problématique extrêmement complexe et qui pose aujourd'hui, depuis longtemps, pas mal de problèmes. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire vivre à l'école de la poésie? Alors, quelques remarques. J'ai été enseignant pendant une vingtaine d'années. Et quand je suis entré dans ce métier à 23, 24 ans, comme tout le monde, je me suis rendu compte que je faisais découvrir avec passion les auteurs que j'aimais. Que je m'engouffrais dans cette voie, mais que 15 ans plus tard, j'avais pris l'habitude de laisser ces textes de côté, parce que ce que j'étais censé faire, ce que le législateur, les programmes officiels me demandaient de faire avec ces textes, les flétrissait, les chiffonnait, les abîmait. Et que je travaillais sur des objets d'étude, des textes que je maîtrisais, que j'aimais, mais qui n'étaient pas, pour moi, porteurs d'enjeux existentiels ou d'une dimension presque vitale. Donc j'ai commencé à réfléchir à cela. C'était l'époque aussi où une revue me demandait de commenter les instructions officielles des programmes de 96. Et par exemple, je me souviens très bien qu'on m'avait demandé de faire un article pour expliquer aux professeurs en charge des classes de 6e comment expliquer la distinction, puisque c'était des intitulés de tête de chapitre de programme, entre l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation et l'énoncé coupé de la situation d'énonciation. Je me souviens très bien de ça. Pas étonnant que quelques années plus tard, en Hippocagne, on étudie l'usage du tétramètre isochrone anapestique dans la poésie de Baudelaire, par exemple. Ou comme je l'ai vu récemment, dans un colloque Luc Berrimont, 1 heure consacrée à l'usage du zeugme dans la poésie de Berrimont. Alors ce que je veux vous dire par là, c'est que je considère que nous vivons dans une société qui a technicisé, rendu de plus en plus scientifique et rationnel l'enseignement de la poésie. Pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, et avec des mouvements pendulaires dans l'histoire des programmes. Mais qu'il y a cette tendance, heureusement tout le monde ne va pas dans cette voie, mais cette tendance qui consiste à transformer le spécialiste, l'enseignant, en un médecin légiste de l'écriture poétique. Mais il en faut des médecins légistes, bien entendu, mais un médecin légiste de l'écriture poétique, parfaitement capable de faire l'anatomie du texte,
montrant comment fonctionnent ses organes, comment fonctionne la langue, comment ces mécanismes sont mis en œuvre. Ça peut être très intéressant, à condition de savoir au préalable et ensuite, en amont et en aval de ces pratiques analytiques, faire entendre la vibration du texte. Sans quoi, c'est comme demander à un musicien qui joue du luth ou du oud, voyez, de venir sur une scène et d'expliquer comment on fabrique l'instrument. Ou faire un cours de solfège, sans jamais faire sonner l'instrument. Donc là, il y a un problème qui est, je crois, très important. Il faut renouer avec les pratiques qui accordent une place à l'émotion, à condition, on le voit aujourd'hui, de savoir la transformer en empathie, qui accordent une place aux coefficients émotionnels et sensibles, et qui ne font pas, et qui ne considèrent pas que la poésie est un pur produit de matière grise tarabiscotée. Voyez. Donc ça, je crois que c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Et s'agissant de cet enseignement de la poésie, je terminerai là-dessus, je voudrais encore vous dire deux choses. La première, c'est que quand on enseigne la poésie ou la littérature, le français ou d'autres disciplines, il faut avoir la constance du jardinier. Le jardinier qui prépare sa terre, qui renouvelle d'ailleurs ses opérations chaque saison, c'est ce qui rend ce métier terriblement difficile et ingrat, qui sème, qui tente de semer au meilleur moment et qui sait qu'entre le moment où l'on sème et le moment où l'on voit la croissance de la plante, un long temps peut se passer, que toutes les graines ne germent pas de la même manière, et qu'il faut ensuite veiller à ce que la croissance d'une plante ne vienne pas gêner celle qui est à côté d'elle, et puis qui constamment est obligé de refaire ses outils, de réaffûter ses outils, d'intégrer de nouveaux outils pour travailler sa terre. Donc il faut cette constance du jardinier, et la poésie ou la présence d'un poète dans la classe, ou dans une médiathèque, ou dans un lieu culturel, c'est la chance qui est offerte, je file ma métaphore, de pratiquer, de créer du végétal, entendez, créer du texte, créer du sens, de façon plus rapide que par le semis. Alors on peut pratiquer la greffe, le bouturage, le marcottage. Ça, les gens qui bouturent, qui greffent, qui marcotent le savent. On peut fabriquer du végétal autrement que par le semis. Eh bien, la poésie, elle permet exactement cela. Si je vais au bout de ce que je suis en train de vous dire, en fait, ça signifie que la poésie se fait par tous et non pas par un seul, comme le disait Lautréamont, et que les textes appartiennent à tous. Et que le premier droit du lecteur de poésie, a fortiori lorsqu'il est jeune, c'est le droit d'utiliser la colle, les ciseaux, le sécateur, et de prélever des fragments de texte pour faire naître sa propre écriture. Je pourrais prendre quelques exemples. Je vais les emprunter à la poésie de Maram al-Masri, poète syrienne. Voyez ce qu'on pourrait faire avec des enfants à partir d'un texte comme celui-ci. Sur une étagère poussiéreuse avec plein d'autres objets abandonnés, un petit cheval me regarde, comme s'il me demandait de le prendre dans mes bras. Mais que faire de lui? J'ai haussé les épaules et je suis parti en galopant. Le temps passe sur l'étagère de la boutique du Monde et les poussières aussi. Un hennissement sort du Capharnaüm. Le cheval que j'ai vu jadis est toujours là. Il m'attend, me suis-je dit. Comment ne pas le décevoir? Il est trop cher pour ma bourse et je n'ai pas de place. Mais cette fois, en partant, nous avons galopé ensemble, bras dessus, bras dessous. J'ai amené un cheval dans mon royaume. Je l'ai bien astiqué pour lui ôter sa solitude et ses peurs. Sur sa patte gauche, une blessure, et dans le cœur un trou. J'ai remarqué combien le temps l'avait maltraité. J'ai bien soigné ses bobos. Qui t'a fait cela? Il a baissé les yeux et a commencé à se balancer. Chez moi, tu seras roi, lui ai-je promis.
Et près du lit, je l'ai fait dormir. Je ne voulais pas lui donner de mauvaises habitudes, comme on le fait avec les hommes, les chiens ou les chats. Ce matin, mon cheval me demande de sortir. Il me dit que ma chambre est trop petite, qu'il a besoin des champs, des montagnes, des arbres et l'odeur de la liberté. Ô petit cheval de bois, fais comme moi, rêve. Arrête de me regarder avec tes yeux doux. Dois-je croire que tu me vois? Arrête de me parler. Je ne comprends pas la langue des chevaux. Arrête de me donner des coups de pied. Tu veux peut-être que je t'embrasse? Ô petit cheval de bois, penses-tu que mon sourire te transformera en prince? Cheval de bois, ton visage pourtant me sourit. Ou bien, cet autre texte, plus grave, mais avec lequel j'ai eu l'occasion de pratiquer des ateliers d'écriture avec des enfants et des adolescents. C'est le premier texte d'une longue série de poèmes consacrés à la situation de la Syrie, des poèmes écrits à partir des images que l'auteur en exil voit sur Facebook ou YouTube. Sur le mur d'une école, le mot liberté a été écrit avec de la craie sur les petites mains des écoliers. Sur le mur d'une école, le mot liberté a été écrit avec de la craie blanche par les petites mains des écoliers. Sur le mur de l'histoire, la liberté a écrit leur nom avec du sang. Voilà. Je n'ai pas besoin de développer, mais on voit bien comment on peut prendre un mot, une strophe, la structure même du poème, pour permettre à des enfants, des adolescents d'entrer dans l'écriture. Voilà. Je termine simplement en vous disant que la poésie n'est pas enfermée dans un coffre. Elle n'est pas enfermée dans un coffre comme un trésor de sens, de sagacité, d'esthétique, ce que vous voudrez. Le coffre supposerait le maniement d'une serrure et le détenteur d'une clé. Ce n'est pas ainsi qu'il faut voir les choses. Mieux vaut voir la poésie comme une grève à marée basse, encore luisante de la présence de la mère qui vient de se retirer, ou du père, c'est-à-dire de l'auteur, sur lesquels déjà des enfants ou des oiseaux vont pouvoir tracer d'infinis parcours, des parcours parfois même contradictoires les uns avec les autres. Voilà, mais laisse cet espace ouvert et offert à la liberté d'interprétation et à la liberté d'autrui tout simplement. Voilà, je vous remercie.